Bienvenue à tous pour un nouveau deep dive dans l'affaire Kennedy. On plonge aujourd'hui dans un numéro du Dealey Plaza Echo, une revue britannique qui, comme son nom l'indique, se consacre entièrement à l'assassinat de JFK. Exactement. On va se pencher sur le numéro de novembre 2004, plus précisément le volume 8, numéro 3. On a sélectionné 3 articles qui nous ont particulièrement interpellés. Oui, des articles qui explorent des pistes souvent ignorées ou minimisées par les enquêtes officielles. Alors pour commencer, on a l'article d'Al Creek Roseman qui s'intéresse au témoignage d'Helen Markham. Vous savez, ce témoin clé de la fusillade de l'officier Tippit. Ah oui, Helen Markham. Son témoignage a toujours posé problème à la Commission Warren. Absolument. Roseman met en lumière une contradiction flagrante entre ce que dit Markham et la chronologie officielle de la commission. En effet, Markham a toujours affirmé avoir vu Oswald à 13h06 près l'endroit où Tippit a été tué quelques minutes plus tard. Or, la commission Warren situe la mort de Tippit à 13h15. Difficile de croire qu'Oswald ait pu se trouver aux 2 endroits en même temps. C'est là que ça devient intéressant. Roseman analyse en détail l'interrogatoire de Markham par Joseph Ball, un des avocats de la commission. Et ce qui est frappant, c'est que Ball ne s'attarde pas vraiment sur cette incohérence de la chronologie. On a l'impression qu'il cherche surtout à discréditer Markham, à la présenter comme une témoin peu fiable. Oui, il la décrit même comme une screwball, une folle en quelque sorte. C'est assez choquant quand on sait que son témoignage était corroboré par d'autres personnes présentes sur les lieux. Tout à fait. On peut se demander si la commission n'a pas cherché à étouffer certains témoignages gênants pour sa théorie du tireur solitaire. C'est une question qui revient souvent dans les études sur l'assassinat Kennedy. Passons maintenant au deuxième article, celui de Al Verb, qui explore une théorie assez controversée, le tir de la pergola. Ah oui, le fameux pergola shot. C'est une théorie qui a ses adeptes, mais qui n'a jamais été prise au sérieux par les autorités. Pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers avec Dealey Plaza, vous pouvez nous rappeler où se trouve cette pergola. Bien sûr. Imaginez Dealey Plaza. La limousine présidentielle arrive, les gracinoles sur la droite, et sur la gauche, un peu en hauteur, il y a une structure en bois, la pergola. D'accord. Et Veren pense que le premier tir sur Kennedy est venu de là. C'est sa théorie. Il s'appuie sur des témoignages de personnes qui se trouvaient près de la pergola et qui ont entendu un son distinct différent des autres coups de feu. Il cite notamment Ernest Brandt et Gail Newman qui étaient juste à côté. Oui, et il souligne que la pergola offrait un angle de tir idéal sur la limousine présidentielle. Mais comment un tireur aurait-il pu se positionner là sans être vu autant? C'est là que la théorie devient un peu plus spéculative. Verbe évoque la possibilité d'une arme sophistiquée équipée d'un silencieux et tirant une balle de glace. Une balle de glace, c'est-à-dire gars. C'est une théorie qui a circulé dans certains milieux. L'idée, c'est qu'une balle faite de glace pourrait traverser le corps sans laisser de traces. Ça paraît un peu tiré par les cheveux. Y a-t-il des preuves de l'utilisation de ce genre de balle? Non, pas vraiment. Verb mentionne un échange curieux entre agents du FBI pendant l'autopsie de Kennedy, mais rien de concluant. Ce qui est étonnant, c'est que personne n'a jamais vraiment enquêté sur cette piste de la pergola. C'est vrai. La commission Warren n'en a même pas parlé dans son rapport. On dirait qu'ils ont préféré se concentrer sur le tireur solitaire Oswald et ignorer tout ce qui pouvait remettre en question leur version des faits. C'est une critique que l'on retrouve souvent chez les chercheurs indépendants. On va maintenant passer au troisième article, qui est peut-être le plus troublant. Il s'agit de l'enquête de Mark Bridger sur un certain John Thomas Mason, un individu qui ressemblait étrangement à Lee Harvey Oswald. Oui, j'ai lu cet article avec beaucoup d'intérêt. C'est assez incroyable comme histoire. En effet, Bridger a découvert que Mason avait un parcours assez mystérieux. Il avait fréquenté plusieurs universités au Texas et au Mexique sans jamais vraiment obtenir de diplôme. Et il était impliqué dans des trafics d'armes avec des exilés cubains, n'est-ce pas? Oui, il vendait des armes et des munitions à des groupes anticastristes basés à Dallas. Et ce qui est troublant, c'est qu'il prétend avoir été à Mexico à l'été 1963, à peu près en même temps qu'Oswald. La commission Warren a beaucoup insisté sur ce voyage de Oswald au Mexique, le présentant comme une preuve de ses liens avec Cuba et l'Union soviétique. Absolument. Mais si Mason, qui ressemblait à Oswald, était aussi à Mexico à la même époque, cela remet en question la fiabilité des témoignages de ce voyage. Imaginez, certains témoins ont peut-être confondu Mason avec Oswald. C'est une possibilité que Bridger explore dans son article. Et il critique le manque de rigueur du FBI qui n'a pas vraiment enquêté sur Mason. Il souligne que le FBI n'a jamais vérifié si Mason avait vendu des munitions du même type que celles qui ont tué Kennedy. Exactement. C'est une lacune assez inexplicable dans l'enquête, surtout quand on sait que Mason avait accès à ce type de munitions. Bridger mentionne un incident particulièrement troublant.
le témoignage d'une femme qui prétend avoir vu un homme ressemblant à Oswald tester des armes dans son champ quelques semaines avant l'assassinat. Oui, Lovell Penn. Elle a décrit un homme qui tirait avec un fusil. Et les douilles retrouvées sur place correspondaient au fusil d'Oswald. Mais si c'était Mazen et non Oswald? C'est une question que le FBI n'a jamais posée. Bridger s'interroge, ont-ils voulu protéger Mazen ou ont-ils simplement bâclé l'enquête? Ce qui est incroyable, c'est que Mazen est toujours en vie aujourd'hui. Il dirige une entreprise au Texas. Oui, il est toujours possible de l'interroger, d'en savoir plus sur ses activités à l'époque. Mais il refuse de parler de l'affaire Kennedy. C'est bien dommage, on a l'impression qu'il a des choses à cacher. C'est un des nombreux mystères de cette affaire. On a l'impression que chaque nouvelle découverte soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. C'est ce qui rend cette affaire si fascinante, mais aussi si frustrante. Reprenons notre exploration du Dealey Plaza Echo. On s'était arrêté sur cet article de Mark Bridger, vraiment fascinant, qui évoquait John Thomas Mazen, le sosie de Lee Harvey Oswald. Ah oui, Mazen, un personnage pour le moins intriguant, surtout quand on découvre ses liens avec le Mexique. Exactement. Bridger révèle que Mazen a séjourné à Mexico à l'été 1963, au même moment qu'Oswald. C'est troublant, car la commission Warren a utilisé ce voyage d'Oswald au Mexique pour l'incriminer, pour montrer ses liens avec Cuba et l'Union soviétique. Oui, c'était un élément clé de leur théorie du complot communiste. Mais la présence de Mazen à Mexico change la donne. Si on admet que Mazen ressemblait vraiment à Oswald, il est possible que des témoins les aient confondus. Tout à fait. Surtout que Mazen lui parlait couramment espagnol, contrairement à Oswald. Et il y a des témoignages qui évoquent un individu parlant espagnol qui se faisait passer pour Oswald à l'ambassade soviétique et au consulat cubain à Mexico. Exactement, ça pourrait bien être Mazen. Et ça expliquerait pourquoi les rapports du FBI et de la CIA sur le voyage d'Oswald sont si confus et contradictoires. D'autant plus que Bridger révèle que Mazen était impliqué dans des trafics d'armes avec des exilés cubains à Dallas. Ah oui, c'est un aspect de l'histoire assez méconnu. On parle de groupes comme Alpha 66 ou le DRE, qui cherchaient à renverser Fidel Castro par tous les moyens. Exactement. Et Mazen était en contact avec ces groupes. Il leur fournissait des armes et des munitions. Il avait même un contact à Fort Hood, un certain George Naunt, pour obtenir des armes de l'armée américaine. Attendez, un militaire américain qui fournissait des armes à des exilés cubains. C'est énorme. Oui, c'est une histoire assez rocambolesque. Apparemment, Naunt aurait fini par informer les services de renseignement de l'armée et le FBI des activités de Mazen. Donc Mazen était sous surveillance à la gare. Oui, mais on ne sait pas exactement ce que le FBI comptait faire. L'arrêter. Le laisser agir pour remonter jusqu'à ses contacts. Mystère. Toujours est-il que l'opération a été compromise par un cambriolage. Un cambriolage. Oui, à l'amortie de la garde nationale à Terrell, au Texas. Des armes ont disparu. Et le lien avec Mazenji. Le mécanicien de Jack Ruby était impliqué dans ce cambriolage. Jack Ruby, celui qui a tué Oswald. Oui, lui-même. L'agent de l'ATF qui surveillait Mazen, Frank Ellsworth, attendait la livraison de ses armes volées. Mais son opération a été sabotée. On ne saura jamais ce qu'il comptait faire avec ces armes. C'est digne d'un film d'espionnage, tout ça. Oui, l'histoire de Mazen est pleine de rebondissements. Et pour couronner le tout, il est arrêté le 20 novembre 1963, 2 jours avant l'assassinat de Kennedy. Officiellement, c'était pour possession illégale d'explosifs. On peut se demander s'il n'y avait pas une volonté de l'écarter avant le drame, le mettre hors jeu, pour ainsi dire. C'est possible. Et le jour de l'assassinat, Ellsworth, l'agent de l'ATF, a vu Mazen au poste de police de Dallas. Il l'a confondu avec Oswald. Incroyable. Le vrai Oswald arrêté et son sosie qui se balade tranquillement au poste de police. Imaginez la confusion. C'est à se demander si ce n'est pas Mazen que Lovell Penn a vu tester des armes dans son champ et non Oswald. C'est ce que suggère Bridger. N'oublions pas que Mazen vendait des munitions Mannlicher Carcano, le même type que celles qui ont tué Kennedy. Et le FBI n'a jamais vérifié ses registres de vente. C'est assez incompréhensible. Oui, on a l'impression que le FBI n'a pas vraiment cherché à éclaircir le rôle de Mazen dans cette affaire. Ont-ils voulu le protéger? Ou ont-ils simplement bâclé l'enquête? Difficile de savoir. Toujours est-il que Mazen est toujours en vie aujourd'hui. Il dirige une entreprise d'armes au Texas. Il serait intéressant de l'interroger, d'en savoir plus sur ses activités à l'époque. Malheureusement, Mazen refuse de parler de l'affaire Kennedy. C'est vraiment dommage. On reste avec beaucoup de questions sans réponse. Voilà, on arrive au terme de notre exploration du Dealey Plaza Echo. Après avoir plongé dans ces 3 articles, quel est votre sentiment? Eh bien, je dois dire que je suis encore plus perplexe qu'avant. Ces articles soulèvent des questions troublantes sur la fiabilité de l'enquête officielle. Oui, on a l'impression que la commission Warren a peut-être sciemment ignoré certaines pistes gênantes.
Prenons l'exemple d'Ellen Markham. Son témoignage, s'il est vrai, rend impossible la présence d'Oswald sur les lieux du meurtre de Tipiti. Et pourtant, la commission Warren n'a pas vraiment cherché à expliquer cette contradiction. C'est comme si la chronologie n'avait aucune importance pour eux. Ils étaient tellement convaincus de la culpabilité d'Oswald qu'ils ont ignoré tout ce qui pouvait la remettre en question. Et c'est un peu le même problème avec l'article de Hal Verb sur le tir de la pergola. Pourquoi cette piste n'a-t-elle jamais été sérieusement étudiée? La pergola offrait un angle de tir idéal sur la limousine présidentielle. Et plusieurs témoins ont entendu un coup de feu provenant de cette direction. Mais la commission Warren a balayé ces témoignages d'un revers de la main. On peut se demander s'ils n'ont pas voulu à tout prix préserver la théorie du tireur solitaire. Admettre qu'il y a eu un deuxième tireur, ça aurait tout remis en cause. Et c'est là que l'article de Mark Bridger sur John Thomas Mason devient vraiment intéressant. Ah oui, Mason. Ce sosie d'Oswald, impliqué dans des trafics d'armes, présent à Mexico au même moment qu'Oswald. C'est un élément beaucoup trop important pour être simplement ignoré. Exactement. Et pourtant, le FBI n'a pas vraiment enquêté sur lui. Ils l'ont interrogé après l'assassinat, mais ils n'ont pas vérifié ses alibis, ils n'ont pas fouillé son appartement, ils n'ont pas cherché à savoir ce qu'il faisait réellement à Mexico. On a l'impression qu'ils ont préféré ne pas savoir. Comme si la vérité était trop dangereuse. C'est vraiment troublant. L'assassinat de Kennedy reste un mystère. Et ces 3 articles du Dealey Plaza Echo ne font que renforcer ce mystère. Alors, où est la vérité? On a l'impression de tourner en rond, de ne jamais pouvoir vraiment savoir ce qui s'est passé ce jour-là à Dallas. C'est la frustration de tous ceux qui s'intéressent à cette affaire. On a des pièces du puzzle, mais il en manque beaucoup. Et on ne sait pas si on arrivera un jour à reconstituer le puzzle complet. Peut-être que la vérité est cachée dans des archives secrètes ou qu'elle est détenue par des témoins qui ont peur de parler. Ou peut-être qu'elle a tout simplement disparu avec le temps. C'est possible, mais je crois qu'il est important de continuer à chercher, de ne pas abandonner, de ne pas laisser le mystère de l'assassinat de Kennedy sombrer dans l'oubli. C'est notre devoir de mémoire. Et c'est ce que nous essayons de faire à notre petite échelle en explorant des documents comme ceux du Dealey Plaza Echo. Exactement. Chaque nouvelle information, chaque nouveau témoignage peut nous rapprocher de la vérité. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce deep dive. On espère que cela vous a donné envie d'en savoir plus sur l'affaire Kennedy. N'hésitez pas à consulter les sources que nous avons mentionnées et à poursuivre vos propres recherches. L'histoire est une enquête sans fin.